Alors bonjour, je suis heureux de voir qu'on est aussi nombreux ce soir. C'est vrai que je m'en viens de plus en plus populaire. Eh bien, croyez-nous ou le, c'est justement au moment où on me demande, on me réclame, on se m'arrache, pardon. C'est justement à ce moment-là que je décide de prendre ma sabbatique. Il faut savoir quitter la scène lorsqu'on est à l'apogée de sa renommée, n'est-ce pas? Je n'en dirai pas autant pour mon illustre collègue Richard Glenn qui lui continue. Encore du chemin à faire. Je penserai beaucoup à lui à Sainte-Marthe. J'ai décidé d'arrêter, de sortir du circuit. Il y a de cela 6 mois, lorsque j'ai pris cette décision, c'est à la suite d'une rencontre que j'ai faite après la conférence. C'est une jeune fille qui s'est approchée de moi. Je comprends qu'elle soit sensible à ma beauté, à mon grand corps d'athlète, mon intelligence, tout ça. Mais là, elle dépassait les limites. Elle m'a avoué que j'étais son idole. C'est ce jour-là que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai décidé de me retirer parce que j'accepterai jamais de vivre dans un monde dans lequel je serai l'idole de ce monde-là. J'ai bien trop de respect pour vous autres. Donc je laisse ça à qui l'idée pourrait séduire. Et je laisse en même temps la place et le discours à M. Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bonsoir. En forme? Très bonne forme. De quoi? Forme de quoi? En forme de rien. Forme de rien. Ouais. Alors on va essayer de parler de ça ce soir. Ça va être passionnant. Vous avez vu que pour mon dernière interview, ce soir, il tire un feu d'artifice juste à côté, la ronde, là, avec des pétards mouillés, faut dire. Alors ce soir, il était convenu sur le menu de la soirée que l'on parle de l'expérience humaine. Alors j'aimerais vous amener à en parler de 2 façons. La première peut-être de l'expérience sous une forme collective de l'humanité, mais très très générale, voire même nationale, politique, ce genre-là. Et puis dans un deuxième volet, en parler peut-être plus spécifiquement de l'expérience individuelle. En venant tout à l'heure, j'écoutais justement le programme de Jacques Languirand à la radio, qui affirmait que pour lui, la vie avait été une succession d'expériences, souvent malheureuses, mais que dans le fond, il s'en était pas si mal tiré parce qu'il avait une faculté de récupérer les expériences négatives. Alors, je me suis mis à penser à ça, à ce thème-là, et puis, d'une façon générale, pour introduire un peu le thème, comme c'est dans un mois l'anniversaire, le bicentenaire de la Révolution française, là, on pourrait peut-être commencer par ceci, parce que ça a été un des grands mouvements dans le monde, une des grandes expériences mondiales, qui en a entraîné une succession d'autres. Alors on pourrait peut-être commencer par parler de la France, là, celle qui n'est pas chiante, là, celle qui ne nous les casse pas, comme ils disent dans la chanson, là, c'est le défi de La Rochelle. Cette révolution française qui a mis fin à quasiment 2000 ans de monarchie catholique en France, qui a coupé la tête au roi et en même temps à Dieu, et qui a installé un système d'étalement de la pyramide, une forme de socialisme qui, on le voit aujourd'hui, glisse vers une forme de socialo-communiste. Cette expérience-là est récupérée par diverses nations sur le modèle français. On voit une progression du communisme en Europe, en Amérique latine, un peu partout dans le monde, et au même moment, les investigateurs, les propagateurs même du communisme, ceux qui étaient à l'origine de cette doctrine, sont en train de faire, semble-t-il, demi-tour. Je veux parler à la fois de la Russie et de la Chine, qui sont en train de se concerter, de s'échanger, puis de faire des révolutions vers une plus grande démocratie. À votre avis,
est-ce que vous pensez, vous, parce que c'est une question d'actualité, est-ce que vous pensez que la Chine peut arriver à une démocratie, un pays qui contient 1 milliard de personnes? Est-ce que ça gouverne démocratiquement? Bon, ma réponse à votre question, c'est celle-ci. D'abord, le concept de démocratie, c'est un concept qui est en voie d'évolution, comme tous les concepts, comme toutes les idéologies. La Chine, son plus grand problème, comme tout le monde sait, c'est la population. Elle a un grand problème de population. Si on parle de la Chine, il faut regarder son esprit. La Chine, d'ailleurs comme le Japon, c'est un pays qui a tendance, à cause de son histoire, de sa mémoire, de vivre par rapport à la conscience collective. Il n'y a pas d'individualité en Chine. Ça ne fait pas partie de leur philosophie, ça ne fait pas partie de leur façon de voir les choses. Les Chinois ont été maintenus pendant 10 millénaires ou sous une tutelle, non pas monarchique, mais impériale, et ils ont été forcés d'évoluer dans un vase clos. Et cette condition psychologique fait tellement partie de la mentalité chinoise qu'aujourd'hui, au XXe siècle, le peuple est pris dans une situation où soit qu'il demeure complètement coincé dans le passé, fixé dans une forme communiste, ou soit que quelque part, à cause de l'infusion de certaines idées occidentales à travers les étudiants qui voyagent, ainsi de suite, et les hommes d'affaires, soit que la masse chinoise prenne conscience de l'existence d'un principe fondamental chez l'homme, c'est-à-dire l'individualité. Et je crois que la Chine aujourd'hui est arrivée au carrefour de la rencontre entre la conscience collective de la nation et la conscience individuelle qui cherche à se manifester, mais qui n'a jamais été aidée par les systèmes antérieurs, soit les systèmes impériaux ou le système communiste. Et si nous considérons le phénomène, ou que nous prenons en considération le pouvoir d'influence de l'information dans le monde, la télé, le journalisme, ainsi de suite, il est évident que la Chine, dans quelques années, va être obligée de vivre une transformation profonde à un point tel où elle sera obligée de mourir dans son ancien esprit. Mourir dans son ancien esprit, ça veut dire se forcer d'une façon ou d'une autre de rencontrer sur un même pied d'égalité psychologique les nations occidentales qui favorisent ce qu'on appelle la démocratie individualisée. En Chine ou en Russie, dans les pays totalitaires, on emploie le terme démocratie parce que ça fait référence au peuple. Mais dans le fond, le terme démocratique, ce n'est pas un terme qui fait simplement référence à l'importance du peuple, mais c'est un terme qui aussi doit faire référence à l'importance de l'individu dans le peuple. Et je crois que le concept de démocratie dans les pays socialistes a été abusé idéologiquement et que les gens qui ont posé le geste idéologique et qui ont formé graduellement l'esprit de la nation sont des personnes qui ont été piégées par une forme d'idéalisme psychologique fondée sur le besoin réel, valable, de donner au peuple sa place dans le monde. Et là où ils ont fait une erreur, c'est qu'on ne peut pas donner à un peuple sa place dans le monde, on doit donner à l'individu sa place dans le monde pour que le peuple puisse bénéficier des individus et des individus du peuple. Sinon, on fraternise avec une forme idéologique de démocratie qu'on peut mesurer à toutes les sauces, qu'on peut colorer à toutes les sauces et qu'on ne peut pas, à court terme, délivrer de façon pragmatique. La Chine aujourd'hui est dans une situation très difficile, en plus du fait qu'elle est forcée de regarder dans le miroir japonais. Elle est forcée, cette nation, de considérer deux voies. Soit la voie du marxisme-léninisme temporisé,
ou soit la voie du marxisme-léninisme répressif. Si elle va dans la voie du marxisme-léninisme temporisé, à ce moment-là, elle sera obligée de prendre en considération que lorsque des forces sociales s'émeutent, que lorsque l'homme prend conscience de son individualité, il ne peut pas arrêter quelque part dans le calendrier politique à un niveau qui satisfait simplement le Politburo ou la grande machinerie politique. C'est ce qu'on voit en Russie. C'est ce qu'on voit en Russie. Ils sont même dépassés par la révolution qu'ils ont déclenchée. Exactement. Ils sont dans la même situation que les Russes, avec cette différence. Qu'en Russie, il n'y a pas d'homogénéité psycho-historique, dans ce sens qu'il y a une situation multi-ethnique, multiculturelle, et ceci, c'est une situation parfaite pour le déclenchement des émeutes, à court ou à long terme, parce que les nations veulent s'identifier dans le cadre psychologique de leur histoire, et ils veulent faire valoir leur propre mémoire. Donc, la Russie a de très grands problèmes, et Gorbatchev n'est pas sorti du trou. Il a de très bonnes intentions, effectivement, mais Gorbatchev, ce n'est pas la Russie. Et même si un homme est grand, même si un homme a une vision, même si un homme réalise à un certain moment qu'il doit y avoir un changement dans le mode d'évolution de son peuple sur le plan économique, sur le plan politique, il le fait toujours en fonction des forces qui sont libérées dans cette décision. Et c'est pourquoi les peuples, les chefs qui font partie des pays totalitaires, sont toujours réticents à laisser un peu de liberté, parce qu'on sait que lorsqu'on donne un peu de liberté, le peuple prendra beaucoup de liberté. Donc aujourd'hui, le monde regarde la Russie, et c'est un mouvement qui vient d'apparaître. C'est depuis quelque temps que ça se passe, c'est venu très vite. Le monde regarde ce qui se passe dans ces deux pays-là, et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et je crois que l'avenir nous démontrera que malgré les bonnes intentions démocratiques des systèmes totalitaires, on sera obligé de prendre conscience éventuellement qu'une révision philosophique intégrale, fondamentale du droit de l'individu est essentielle à la construction progressive, évolutive et structurée d'une masse de conscience capable de faire éclater n'importe quelle idéologie. Et ils ont peur de ceci, et je les comprends, mais ils seront obligés quelque part dans le temps de prendre conscience que nous sommes arrivés à un point dans l'histoire de l'humanité où, après la Révolution française et après les mouvements unionistes en Europe, l'homme est nécessairement et fondamentalement prêt à prendre les rênes, non pas du pouvoir, mais de sa propre puissance. On dit du communisme que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et du capitalisme que c'est le contraire. Vous savez, si on revient à la France ou si on revient à l'intellectualisme en Europe au XXe siècle, dans les années 20, 30, 40, ainsi de suite, nous avons vu que, disons, avant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que les Russes étaient nos alliés, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de sentiments pro-socialisme ou pro-communisme. Et les plus grands intellectuels d'Europe et d'Amérique se sont fait prendre dans le jeu. Jean-Paul Sartre, ainsi de suite. Gide, toute la gang. Et dans un sens, on ne peut pas les blâmer parce que ces gens voyaient une lueur d'espoir. Mais si ces gens étaient allés dans le profond de l'être, si ces gens avaient réellement compris la nature de l'homme, si ces gens avaient réellement réalisé la puissance de l'esprit dans l'homme, ils ne se seraient pas laissés empoisonner par une idéologie qui était psychologiquement valable, pour la simple raison qu'ils auraient été capables de réaliser que l'on regarde n'importe quoi sur une planète en voie d'évolution, l'individu représente dans la matière l'esprit. Et si on enlève à l'individu l'esprit, que ce soit pour des raisons d'idéologie, que ce soit pour des raisons d'idéalisme, on enlève à l'individu la vie. Et un jour, l'esprit reprendra sa puissance, reprendra sa place dans le monde de l'homme sur le plan individuel, et à ce moment-là, les consciences collectives, les idéologies, les modes de pensée, qui, dans un sens, de façon idéaliste, sont valables, se retrouveront extrêmement asphyxiés, parce que nous entrons au XXIe siècle, nous entrons dans une période où l'humanité, où l'homme
même si ça dure des siècles, où l'homme découvrira des principes de vie fondés non pas sur la philosophie de l'être, non pas sur la raison de la raison, non pas sur la capacité analytique de son savoir universitaire ou académique, mais fondé sur la perception intégrale de son être, et ceci va être la force qui va amener dans le monde des idéologies, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, un nouveau souffle, une nouvelle perception qui amènera très probablement l'humanité à vivre une seconde révolution, une révolution qui sera une extension de la révolution française, qui s'est arrêtée au niveau de la dogmatique politique, pour rentrer dans une révolution intérieure. Et c'est cette révolution intérieure qui se produit aujourd'hui, autant sur les plans invisibles que sur le plan matériel, que l'homme est en train de vivre, que les masses et que les systèmes politiques sont en train de faire expérience, mais qu'éventuellement l'humanité au large sera obligée de reconnaître. L'esprit dans l'homme ne peut pas, à la fin du XXe siècle, être broyé par une machinerie politique ou une machination des idées, parce que l'esprit est en dehors de l'homme. Il n'est pas régi par les conventions humaines, il fait partie de sa lumière. Même si l'homme a beaucoup de ténèbres ou si l'homme a beaucoup de conscience astralisée, ça fait partie de son évolution, mais cette lumière pénètre et elle pénètre et elle pénètre, et nous entrons dans une période où de grandes forces cosmiques descendent sur cette planète, se frayent leur chemin à travers les cerveaux humains dans différentes nations, et il va venir un point où l'homme, individuellement, va réaliser sa conscience et l'importance fondamentale de sa conscience. Je ne vois pas, je crois en tout cas, que ce qui se passe aujourd'hui en Russie, c'est très bien, que ce qui se passe en Chine, c'est très bien, d'ailleurs c'est inévitable, mais je ne vois pas que, parce que ces choses se passent, que nous avons fini de voir des troubles politiques dans le monde à une très haute échelle. Bon, vous avez dit tout à l'heure que ça s'était passé très vite, ces mouvements-là dans le monde de la Russie, de la Chine. C'est justement ce qui surprend le plus le monde aujourd'hui, c'est de voir avec quelle rapidité Gorbatchev entreprend ses missions diplomatiques, à la fois du côté des Américains comme du côté des Chinois, où il entreprend une démilitarisation des frontières. Comme si, du jour au lendemain, il ne redoutait plus la Chine et ne redoutait plus les USA. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces trois puissances auraient un ennemi commun? La raison pour laquelle Gorbatchev a régularisé le mouvement des frontières avec la Chine, c'est parce que les Chinois, les communistes, dans le monde entier, réalisent que la guerre, ce n'est pas une solution à le problème, et que l'hégémonie communiste, russe ou chinoise, est une illusion. Les peuples ont trop de problèmes économiques aujourd'hui pour entraver l'évolution normale de leurs relations, et ils sont obligés, en tant que frères opposés, si vous voulez, de reconsidérer la nature de leur mouvement, autant à l'intérieur de leurs frontières qu'à l'extérieur de leurs frontières. Aujourd'hui, le communisme international est menacé par la puissance agressive du capitalisme international. Les Japonais sont un exemple de ceci. Tout le monde veut manger, tous les peuples veulent manger, tout le monde a droit à sa télé, tout le monde a droit à son frigo, ainsi de suite. Donc, les alliances anciennes que les communistes avaient fait entre eux, à travers tout le marasme idéologique, philosophique du XXe siècle, commencent petit à petit à s'éteindre parce qu'ils réalisent l'échec communiste. Après Mao Tse-tung, avec la révolution culturelle, on a réalisé l'échec communiste en Chine, on a réalisé l'échec communiste en Pologne, on a réalisé l'échec communiste tout partout. Donc à ce moment-là, les chefs, les penseurs, les idéologues, les chefs de gouvernement sont obligés de reconsidérer. Autrement dit, les Russes l'ont fait avant les Chinois parce que les Russes sont moins inquiets dans le phénomène de la perte de face. En Chine, la perte de la face, c'est très grave, ça fait partie de leur... ça fait partie, moi, de ce que j'appelle leur sorcellerie psychologique. Donc, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, que les peuples la perdent, la face, et qu'ils reconsidèrent tout, et qu'ils refassent des alliances avec l'Occident
qu'ils protègent leur flanc, oui, mais qu'ils reconsidèrent que le communisme tel qu'il a été établi par les chefs anciens n'est pas une cure au monde dans lequel ils ont évolué. Alors certains observateurs estiment que le rapprochement entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest, l'URSS et les États-Unis, serait un coup de bluff de la part de Gorbatchev, qui pendant ce temps-là sympathise avec la Chine, qu'il voudrait s'allier justement pour mieux sauter sur l'Occident libre lorsque le temps sera venu. Et cette hypothèse-là semble être confirmée par nombre de prophéties anciennes et modernes. Bon, je vais vous dire dans ce cadre-là que, en ce qui concerne l'évolution politique, les situations politiques, les événements politiques dans le monde, je ne peux pas mettre de foi dans la bonne volonté des nations. Pour moi, c'est une illusion, l'histoire le démontre, ma propre conscience m'en avertit, et ce que je ne dis pas que Gorbatchev n'a pas bonne intention, mais je dis qu'il y a plus à la Russie que Gorbatchev. Autrement dit, il y a des forces puissantes, autant sur le plan humain que sur le plan astral. Il y a des forces puissantes qui vont jouer le jeu de la grande rencontre. D'ailleurs, si on parle des prophéties, puisque vous connaissez les prophéties, on dit très bien dans les prophéties que lorsque les hommes se rencontreront et qu'ils parleront de la paix, ce sera la guerre, et ainsi de suite. Donc, mais vous savez, les politiciens sont des êtres extrêmement naïfs parce qu'ils travaillent de jour à jour. Donc, ils n'ont pas de vision d'ensemble, ils n'ont pas de conception suffisamment intuitive de l'évolution politique des masses mondiales pour pouvoir prendre des décisions aujourd'hui, parce que s'ils voyaient trop loin dans le passé, ils seraient obligés d'aborter certaines décisions présentes. Donc, dans un sens, les politiciens sont obligés de se mentir à eux-mêmes pour des raisons de protocole, pour des raisons de diplomatie. Admettons par exemple que dans son cœur, Reagan considère réellement la Russie comme étant the evil empire, comme il l'a dit, comme il l'a intuité. À ce moment-là, c'est très très difficile pour lui d'empêcher le mouvement de centre. C'est très difficile pour lui d'empêcher qu'il y ait une ouverture et une relaxation parce que la Russie est poignée à la gorge sur le plan économique, donc elle est obligée de faire des concessions militaires, mais qui sont totalement en proportion de son incapacité de financer le peuple sur le plan de l'alimentation et de la génération normale des appétits vitaux de la nation. Donc, je ne dis pas que Gorbatchev n'est pas sincère dans ce qu'il veut, je ne dis même pas que les chefs chinois ne sont pas sincères dans ce qu'ils veulent. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a dans les peuples, dans les nations, de puissantes forces souterraines, et que ces forces souterraines ne seront pas contrôlées, conditionnées, indéfiniment par ceux qui font la gestion de l'idéologie. Donc, peut-être que dans quelques années, on verra des renversements profonds entre la Russie, la Chine, les pays d'Afrique du Nord, à l'intérieur ou déclenchés par des événements qui seront totalement gratuits, des événements qui partiront de rien, qui feront des choses absolument abominables, comme le livre de Rushdie l'a fait, par exemple. Rushdie, son livre, c'est absolument extraordinaire ce que ça a fait. Donc, nous vivons dans un monde, surtout dans les pays d'Afrique du Nord, où l'émotion est totalement à fleur de peau. Nous vivons dans des pays comme en Russie, où le besoin de légiférer sur un plan local est extrêmement près du cœur des groupes ethniques. Nous vivons en Chine, dans une région où les étudiants sont devenus la tête mentale du régime collectif, autrement dit du peuple lui-même, et cette tête mentale, elle doit faire une alliance, elle doit être répondue, elle doit être écoutée par la tête régente du système, du Politburo, et s'ils ne font pas ça, il va y avoir des déboires. Et les Chinois sont des gens qui sont extrêmement patients, ils sont encore capables de retourner dans le souterrain. Mais une fois que l'esprit d'une race est donné de s'alimenter de l'espoir, de la conquête, des frontières, à ce moment-là, il n'y a plus de limite pour l'évolution, mais il y a énormément de dangers pour la paix dans le monde. Bon, alors je pense qu'il manque un peu de son, là. Est-ce que tu peux nous mettre un peu de son, s'il te plaît? Non. Des interférences. Peux-tu nous mettre un peu de son? Ah, ok. Est-ce qu'on attend? Attends.
Peut-être des forces qui ne veulent pas qu'on aille trop loin. On va y aller quand même. Mais il m'aime bien ce micro là. Le tien fonctionne? Le tien marche? Non, il marche pas. Comment? C'est bon ton truc pour détendre l'atmosphère. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Un, deux, un, deux. C'est plate, c'est au moment où ça commençait à être intéressant, où ça allait le devenir, justement. Le son revient, là? Hein? Oui, là. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle? Oui? Bon, on va pouvoir reprendre, alors. C'est correct, là. On parlera plus près, comme ça, là. Ok. Est-ce que c'est en route? Ok. Oh, là c'est un peu fort. Ok. Bon, ben, on a vu donc une hypothèse développée par les stratèges, donc ce coup de bluff de la part de Gorbatchev. Ça c'est une hypothèse politique, rationnelle, logique. Il y a une deuxième hypothèse totalement irrationnelle, totalement illogique, mais qui commence à faire parler d'elle de plus en plus souvent, peut-être d'une façon encore très souterraine. Je vais essayer de l'exposer. C'est peut-être pas facile de parler de ces choses-là en public, mais comme c'est ma dernière soirée, on va en profiter. La deuxième hypothèse, qui semble tout à fait farfelue au départ, mais plus on y réfléchit et plus on cherche et plus on fouille et plus elle se révèle possible, ce serait que les États-Unis, la Russie et la Chine auraient un ennemi commun aujourd'hui sur la planète, et ce serait les extraterrestres. Ça va faire plaisir à Richard. Voilà. Il y en a pour 10 ans à développer ça, c'est le fun ça. D'après les rapports tenus secrets au départ par les ufologues réunis en congrès à Rio de Janeiro au mois de septembre 88, les Américains auraient autorisé l'implantation de bases souterraines par les extraterrestres sur leur territoire dans des zones de population à faible densité. Les Russes auraient fait de même et les Chinois de même. Tout cela pour avoir des avantages technologiques, d'où la micro-informatique, les conducteurs, les supraconducteurs, les microconducteurs, etc. Ce seraient donc tous des bribes d'informations techniques que ces êtres-là auraient données à ces nations, en échange, si vous voulez, d'un loyer, d'un bail qui aurait été de construire des bases souterraines. Au départ, ils n'étaient pas agressifs, ces extraterrestres-là, puis on s'est aperçu qu'ils enlevaient des gens et ils auraient capturé dans une base au Nouveau-Mexique certains scientifiques qui travaillaient avec eux, ils les auraient pris en otage. L'armée américaine aurait envoyé un commando et l'opération aurait été un échec total. Le commando aurait péri totalement dans cette attaque. Et depuis, c'est comme s'ils sont victimes d'un marché de dupes
à l'échelle mondiale, et que là, il s'agit de les déloger, les extraterrestres qui sont dans la Terre comme un ver dans la pomme. Et il y aurait donc une alliance en train de se faire pour justement anéantir ce qu'on appelle les extraterrestres. Curieux, hein? Et attention, ce n'est pas n'importe qui le dit, ce sont des majors de l'air de l'armée américaine, généraux en retraite, des pilotes d'essai, John Lear qui a fait une déclaration officielle dans le Sun Nevada. C'est un champion de vitesse, 17 records mondiaux de vitesse sur le Jet Lear. C'est pas un plaisantin. Et ils disent que les crashs d'OVNI aux États-Unis, les rumeurs de crash d'OVNI aux États-Unis sont en dessous de la vérité. Que le gouvernement américain a bel et bien des OVNI en sa possession avec des cadavres d'extraterrestres. Et ce sont des officiels à la retraite qui parlent aujourd'hui et qui vont dans ces congrès d'ufologues là pour faire ces révélations. Dernière chose, on dit oui, mais comment ça se fait qu'ils vont dire ça aux ufologues? Bien, c'est parce que le gouvernement américain serait tellement mal pris avec cette affaire-là, avec cette patate chaude-là, après 40 ans de mensonges et de commissions, Blue Book et tout, qui ont voulu étouffer l'affaire, le groupe des 12, qui s'appelle le Majestic 12, dans lequel George Bush se trouve être un des dirigeants, qui tiennent ce secret-là en main, veulent donner cette information-là aux ufologues pour que ce soit eux autres qui s'ouvrent la trappe et que le public retienne au moins un petit peu de cette information-là pour que le jour où ça va se passer, où il va y avoir une attaque générale qui serait dans les livres bibliques l'Apocalypse en question, une guerre mondiale, non pas entre les nations, mais contre un ennemi commun, pour que ce jour-là, les hommes, l'humanité, ne soient pas trop surprises de ce qui lui arrive. Un gros morceau. C'est une hypothèse extrêmement intéressante, effectivement. Glenn, il y en a pour 10 ans. Facile. Minimum. Minimum. 25 ans. C'est une hypothèse intéressante. Bon, pour la discuter, on peut se mettre sur deux plans. Ouais. Partons du plan numéro 1 où c'est réel. Si nous regardons ça du plan numéro 1 où c'est réel, que cette situation elle est en effet existante, qu'il y a aux États-Unis des chefs-lieux OVNI, qu'il y en a en Russie, qu'il y en a aussi en Espagne, qu'il y en a en Australie, exactement, qu'il y en a en Chine, qu'il y en a dans l'Amazonie, qu'il y en a au Pérou, au Guatemala, qu'il y en a au Guatemala, qu'il y en a au Brésil et qu'il y en a en Israël. Si nous partons du principe que c'est réel, à ce moment-là, il y a trois façons de regarder la chose. Premièrement, si nous parlons d'extraterrestres, nous parlons d'intelligence extrêmement avancée. Nous parlons d'intelligence qui ont le contrôle non pas simplement de l'atome, mais qui ont aussi le contrôle du temps, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se dématérialiser à volonté. Ils possèdent ce que nous pouvons appeler des technologies immatérielles, c'est-à-dire des technologies qui ont la capacité de se manifester à volonté selon leur mental dans n'importe quel lieu de la Terre. Donc ce sont des êtres qui n'ont pas besoin de la permission de personne pour s'établir. Donc si nous regardons le phénomène OVNI et que nous regardons l'engagement politique ou l'inquiétude politique du gouvernement par rapport à ces gens-là, je peux vous dire une chose, les gens qui viennent d'outre-espace n'ont pas besoin de permission pour s'établir sur aucune planète, pour deux raisons fondamentales. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas de corps matériel, ils s'en construisent un. Donc les corps matériaux qu'ils possèdent sont des corps qui crient à volonté pour s'assurer que toutes leurs énergies éthériques soient condensées dans un point spatial sur notre planète afin de pouvoir utiliser
l'oxygène de notre monde et établir des liens de communication avec leur clan. Autrement dit, pour que ces êtres-là communiquent avec l'information, avec leur monde, ils ont besoin d'une unité biologique qui est essentiellement fondée sur le principe de l'oxygénation. Et en respirant dans notre monde, toute l'information entre dans leur système. Ces êtres-là peuvent marcher dans la rue, ils respirent, et tout le processus respiratoire qui est un processus qui engendre de l'information, comme la même chose comme il se fait sur le plan de l'âme, ce processus respiratoire leur permet d'envoyer de l'information directement dans leur banque qui les reçoivent et les analysent. Donc ces gens-là n'ont pas besoin, sur notre planète, d'être invités, d'être découragés, d'être invités. Ils peuvent se placer où ils veulent. Ce que nous devons réaliser, ce que nous devons comprendre, c'est que les accidents qui sont parvenus sur la planète sont des accidents qui ont été créés par eux. Ce ne sont pas des accidents qui résultent d'une incapacité de manier leur matériel. Ce sont des accidents qui les a amenés à se fixer dans la matière de la planète pour pouvoir être récupérés sur le plan de l'information plus tard. Ces gens-là, s'ils viennent dans le monde et qu'ils ne créent pas d'accident par rapport à leur système, ils sont obligés de venir et de sortir, de venir et de sortir. Ils ne peuvent pas venir et rester. Ils sont obligés de venir et de ressortir. S'ils veulent rester, ils sont obligés de créer un accident, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'arrêter le processus d'oxygénation de leur système biologique. Donc, une fois que ce processus d'oxygénation est arrêté, ces êtres-là deviennent victimes, c'est-à-dire ils sont utilisables par nous. Mais ils sont toujours utilisables dans la mesure où ils veulent que nous les utilisions, afin d'encore de pouvoir aller plus loin dans le mouvement d'information à partir de leur système vers leur système. Nous découvrirons, nous comprendrons éventuellement que ce que nous appelons l'être humain sur une planète, bon, comme nous par exemple, l'être humain aujourd'hui n'est pas dans sa totale définition. L'être humain ne représente pas la totalité de la manifestation énergétique de ses cellules. Donc, nous sommes réellement des animaux intelligents. Alors que l'être extraterrestre, n'est pas un animal intelligent. Il est un être humain dans son plein potentiel, mais à différents niveaux d'évolution, dépendant d'où et de quel monde il vient. Les êtres qui viennent vers notre planète et qui font contact officieux avec l'humanité, ils le font pour différentes raisons. Par contre, nous les hommes, nous avons de l'émotion. Nous ne sommes pas complets. Nous n'avons pas de faculté télépathique. Nous ne sommes pas capables de vivre une communication mentale sans perdre conscience. Nous ne pouvons pas subir le contact mental, intelligent avec ces êtres, sans être obligés de vivre ensuite un état post-hypnotique. Parce que, émotivement, nous perdrions tous nos moyens. Mais nous sommes dans une situation qui est délicate, dans ce sens que nous sommes aussi des êtres intelligents, en voie d'évolution, en voie de compréhension, mais nous avons besoin, pour réellement comprendre la relation qui existe entre nous et ces intelligences, non pas simplement d'une politique ou d'une étude politique de ces êtres-là, mais d'une étude personnelle de nous-mêmes. Et je crois qu'au cours des prochaines générations, il y aura dans le monde, dans différents pays, des êtres humains, des individus suffisamment intégrés dans leur énergie, suffisamment dans leur intelligence mentale, pour pouvoir ne pas subir le contact entre les extraterrestres et la planète Terre. J'explique. Lorsque nous parlons d'extraterrestres, nous parlons de conscience ambiante, c'est-à-dire de consciences qui ont l'habilité de se véhiculer sur le plan matériel, sur le plan éthérique, sur le plan astral. Lorsque nous parlons de l'homme, lorsque nous parlons de la sécurité de l'humanité demain, nous sommes obligés de parler aussi d'êtres humains qui auront une conscience ambiante, c'est-à-dire une conscience qui aura la faculté de se manifester sur le plan éthérique, mais cette fois sans utiliser le plan astral de la conscience.
de sorte qu'à un certain moment, il y aura des hommes sur la Terre qui pourront être en contact avec les extraterrestres, mais ce seront des hommes, des êtres ici, des terriens, qui ne seront pas affectés par eux. C'est-à-dire, ce seront des êtres qui pourront soit travailler avec eux, ou soit se retirer complètement d'une relation avec eux. Mais ceci dépendra de l'évolution de chaque individu. En ce qui me concerne, je ne vois pas que l'homme de la Terre soit obligé, quelque part dans l'avenir, de vivre le choc extraterrestre. Je vois que l'humanité sera obligée de le vivre, je vois que les gouvernements seront obligés de le vivre, mais je ne vois pas que l'individu soit obligé de le vivre. Pourquoi? Parce que l'individu demain, qui aura une conscience suffisamment intégrée, sera sur le même pied mental que ces intelligences-là. Donc, étant sur le même pied mental de ces intelligences-là, il n'aura aucun intérêt à être en communication avec eux, excepté dans le cas où ces intelligences, ces extraterrestres, menaceraient d'envahir la planète, menaceraient de disloquer la planète, ou menaceraient de s'établir sur la planète d'une façon suffisamment princière pour que les gouvernements soient forcés dans le monde de former un gouvernement mondial. Si les gouvernements sont forcés un jour à former un gouvernement mondial, à ce moment-là, il sera nécessaire que des hommes sur cette planète, en évolution, soient dans une position mentale suffisamment avancée pour bloquer ce processus, afin que l'unification des gouvernements ne soit pas sous la régie de formes étrangères à notre gouvernance ou à nos lois gouvernementales, mais que l'universalisation des gouvernements sur notre planète soit sous notre contrôle. Si jamais l'humanité universalise ces formes ou ces liens ou ces modes d'opération sur le plan gouvernemental par rapport à une influence extraterrestre, ce sera l'ultime défaite de l'homme, ce sera réellement apocalyptique pour la planète, ce sera la fin de l'évolution de la conscience humaine, et ce sera réellement, non pas le retour en arrière, mais l'avancement en avant à un rythme tellement rapide que les hommes ne pourront pas suivre, et à ce moment-là, les hommes de la Terre préféreront mourir que de vivre ce qu'ils auront à vivre. Ouais, et c'est en substance un peu la fin de la déclaration de John Lear, dans laquelle on voit que c'est un plan d'hégémonie mondiale, donc de contrôle mondial de l'imposition d'une dictature tyrannique de la part de ces êtres-là sur nos gouvernements. Jusque-là, ça va encore. Mais ce qui gardait pour le dessert, John Lear, c'est la compilation de 300 témoignages d'ufologues à travers le monde qui prétendent, d'après leurs observations, que l'humanité, vous et moi, ne serions pour eux autres qu'une banque d'organes providentiels et inépuisables. C'est le fun de savoir ça. Autrement dit, les entités biologiques dont vous parlez, ces ufonautes, les pilotes de ces ovnis-là, entités biologiques, comme les appellent justement les ufologues, ont besoin de se faire greffer des organes. Pourquoi on ne le sait pas? Ils ont besoin de se sustenter à même la chair humaine. C'est là où ça devient inquiétant. Oui. Ce qui se produit, c'est que ces êtres-là ne sont pas construits comme nous, et leurs études leur ont démontré que la nature du corps humain est absolument extraordinaire. Et la nature du corps humain est extraordinaire pour un nombre de raisons. C'est que chaque organe dans le corps humain représente une planète. C'est-à-dire que chaque organe dans le corps humain vibre au taux vibratoire d'une planète. Le cœur, le rein, le foie, la prostate. Donc, puisque tous les organes du corps humain vibrent au taux vibratoire d'une planète, ça veut dire que le corps humain est un ensemble planétaire. Donc, pour eux, à partir du moment où ils sont capables de se greffer un organe, et qu'ils sont capables de vitaliser cet organe, de lui donner le taux vibratoire au niveau de la mémoire des cellules qui convient à leurs besoins, ces êtres-là automatiquement entrent dans l'homme.
Ils sont capables d'entrer dans l'homme, ils sont capables d'entrer dans l'humanité, ils sont capables de se véhiculer dans l'humanité, ils sont ou ils deviendraient de parfaits vampires, c'est-à-dire que l'homme ne le réaliserait pas, mais ces êtres-là seraient en lui. Et ceci est une situation qui est très évolutive. C'est une situation qui est cosmique. C'est une situation qui est cosmiquement dangereuse, mais de l'autre côté, c'est une situation qui, sur un plan infime, sur le plan numéraire, sera évitée. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que nous, les hommes, ce que nous pensons, la façon dont nous pensons sur la Terre depuis des milliers d'années, c'est une façon qui convient à nos sens externes. Ce n'est pas une façon qui convient à nos sens internes. Donc, nous n'avons aucune capacité de penser créativement. Nous avons une grande capacité de penser mécaniquement. Mais à partir du moment où nous pensons mécaniquement, nous sommes déjà assujettis dans une formulation mentale. Donc, la pensée mécanique de l'homme n'est pas une pensée qui naît de son individualité intégrale, de sa propre lumière. La pensée de l'homme, elle est toujours colorée par des effluves et des effluves et des effluves. Le contact entre ces intelligences et la Terre se fait sur le plan matériel, il se fait sur les plans subtils, mais l'homme aujourd'hui n'est pas dans une position pour réellement voir jusqu'à quel point l'infiltration est psycho-organique. Et l'humanité au XXIe siècle, au fur et à mesure où l'évolution se fera et les grands événements prendront place, l'humanité découvrira qu'il y a dans le monde des poches de conscience. Il y aura des poches de conscience humaine. Il y aura des centres de conscience humaine. Il y aura des centres de conscience humaine suffisamment reconnus, suffisamment avertis, suffisamment présents pour pouvoir rendre compte à ceux qui feront partie de toute cette phénoménalisation que ce que l'homme doit connaître est caché en lui et qu'il doit aller le chercher. Et ces centres seront là pour donner à l'humanité ce que l'homme doit connaître et qui est caché en lui. Et il y a un grand nombre d'individus qui parcourront le monde, qui iront à la recherche de cette information et qui pourront s'extirper de ce phénomène mondial qui sera le contact entre ce que vous appelez les extraterrestres et les gouvernements de notre planète. Nous, je ne veux pas trop prendre de temps parce que je veux répondre à vos questions. On a encore une heure après. Mais je peux vous dire ceci. Je peux vous dire que l'être humain sur cette planète ici est totalement ignorant. Il est même absolument ignorant. Et son ignorance ne cessera que lorsqu'il aura la capacité de supporter sur ses épaules ce qu'il sait. Et ceci demande une transformation profonde de l'être. Ceci demande une très grande souffrance de l'être. Et ceci demande aussi une capacité de l'homme de prendre conscience que la nature de la vie telle que nous la connaissons n'est pas à la mesure de la vie telle qu'elle sera dévoilée. Si nous parlons du phénomène extraterrestre, je le fais avec vous probablement pour la première fois parce que je déteste parler de ceci en public. Si nous parlons du phénomène extraterrestre, nous devons réaliser que les intelligences qui viennent d'outre-espace ne sont pas tous des êtres qui vivent et qui vibrent la lumière cosmique. Beaucoup et une grande majorité de ces êtres vibrent une lumière inférieure, mais ils ont une technologie tellement avancée que l'homme sera facilement mesmérisé par eux. Et ce sont les êtres sur notre planète, dans les gouvernements, dans les agences militaires, paramilitaires, les gens qui s'occupent de la survie ou de la sécurité des nations, ce sont ces êtres-là qui seront les premiers à réaliser le danger que peut causer le contact avec ces intelligences. Nous, sur notre planète, nous avons une faille, c'est que nous avons de l'émotion. L'émotion fait partie de notre conscience animale, elle fait partie de notre conscience humaine, elle fait partie d'une énergie qui est louable,
mais qui cesse d'être louable à partir du moment où elle empêche le mental humain d'être universel, c'est-à-dire de s'ouvrir complètement au plan d'où il prend sa source. Et c'est pour ça que même si nous parlons du phénomène extraterrestre, même si nous parlons des dangers, même si nous parlons des statistiques, le phénomène demeure, le principe demeure, que l'humanité aujourd'hui est en voie d'évolution extrêmement rapide et elle est en voie de transformation extrêmement rapide dans un même temps. Et une planète n'est pas régie par les lois mécaniques ou par les lois procréatrices qui lui ont donné naissance. Une planète est régie par des lois cosmiques et lorsque ces lois viennent à s'appliquer dans un certain temps, toute la planète, toute la conscience des masses, toute la conscience des individus doit changer de taux vibratoire. Donc il y a dans le monde aujourd'hui une nouvelle énergie qui forcera l'individu de changer son taux vibratoire pour que demain, lorsque se produiront ces phénomènes ou lorsque s'actualisera le contact d'une façon officielle entre les êtres qui viennent d'ailleurs et l'humanité, l'homme soit libre, l'homme soit capable d'aller où il doit aller, l'homme soit capable lui-même de pénétrer sur le plan éthérique les zones qui appartiennent à son propre territoire occulte, comme les anciens l'ont fait et comme les nouveaux le feront. Récemment, c'est-à-dire, je crois, en 1988, lorsqu'il y a eu le sommet Reagan-Gorbatchev à Genève, il y a un journaliste qui a posé cette question impossible: que feriez-vous dans le cas d'une invasion extraterrestre? Et de concert, les deux chefs d'État ont répondu qu'ils feraient alliance contre. Oui, ils feraient alliance contre, oui. C'est quand même étonnant de faire des déclarations pareilles. C'est passé quasiment inaperçu dans les journaux, oui, mais la déclaration a été faite. Oui. Donc il y a anguille sous roche. Oui. Ils feraient alliance contre. Mais faire alliance contre une race ou des races qui ont des technologies matérielles, oui, c'est une impossibilité. C'est ça. On se demande si c'est pas déjà trop tard. Oui, parce que il y a, en tout cas, c'est inutile de raconter des cas. Mais on le voit dans les cas d'enlèvement et dans les cas où des femmes sont enlevées et inséminées artificiellement, où le fœtus est récupéré, où il y a des mutilations de bétail par dizaines de milliers de têtes aux États-Unis, au Canada, dans les provinces de l'Ouest, et aussi des mutilations d'hommes et de femmes. Je peux vous dire une chose, c'est que sur notre planète aujourd'hui, à cause de la gestion antérieure des populations, il y a un problème démographique énorme. Et au cours des générations, ce problème démographique sera tellement grand qu'il faudra se féliciter d'avoir des prédateurs comme les extraterrestres. Qu'il faudra prendre en considération des façons de régler le problème. Ah, ils vont le régler sur notre dos. Si nous voulons regarder d'une façon objective et froide ce qui se passera dans le monde au XXIe siècle, parce que c'est réellement au XXIe siècle que ce sera intéressant. Il faut diviser la réalité géopolitique de notre planète en deux. Il y a une réalité géopolitique qui sera au niveau de la masse, et il y a une réalité géopolitique qui sera au niveau d'individus extrêmement avancés en conscience, c'est-à-dire en faculté vibratoire. Et si on ose objectiver la réalité future de l'humanité au-delà des émotions chrétiennes, ainsi de suite, nous sommes obligés de prendre conscience et de dire que sur une planète en voie d'évolution expérimentale telle que la nôtre, à un certain moment, l'inconscience doit cesser. Et si l'inconscience doit cesser, il faut qu'il y ait des événements qui forcent la cessation de cette inconscience. Autrement dit, les individus à la conscience vibratoire élevée, comme vous dites, vont faire alliance avec les extraterrestres pour faire la job. Non. Les individus avec conscience vibratoire élevée vivront sur leur plan, travailleront avec des intelligences qui font partie de leur même lumière, parce qu'il y a dans le cosmos des intelligences qui viennent d'ailleurs, mais qui sont des êtres créatifs. Mais les individus avec conscience vibrante élevée verront rapidement
sans question, sans ambiguïté, le visage de ces êtres-là, et ce sont ces individus-là qui auront la capacité de travailler pour l'humanité, pour l'homme, pour l'individu, contre ces forces. Parce que pour travailler contre ces forces, il faut avoir soi-même une force, autrement dit, il faut être soi-même dans son énergie. Donc ces individus-là seront des êtres qui auront la capacité de travailler et de voir. Pour travailler contre un pouvoir, que ce soit un pouvoir extraterrestre ou autre, pour travailler contre un pouvoir, il faut avoir soi-même un pouvoir. Donc il faut être soi-même dans son pouvoir. Donc l'homme, ces individus devront être dans leur pouvoir. Et aussitôt que ces hommes seront dans leur pouvoir, ils commenceront déjà à travailler contre ça. Mais tant que ces hommes ne seront pas dans leur pouvoir, ces manifestations, cette situation continuera et s'amplifiera. Donc si vous me demandez, est-ce qu'il y aura une fin, une finalité à cette sorte d'imposition d'une volonté ou d'une condition venue d'ailleurs, je vous répondrai que les hommes, étant éventuellement dans leur conscience vibratoire, seront capables de faire la gestion politique de leur planète, ils seront capables d'épurer les coques éthériques de ces êtres-là, ils seront capables de substituer la technologie immatérielle de ces êtres-là pour des technologies beaucoup plus avancées, et ils seront capables de neutraliser le mouvement luciférien de ces agences. Mais pour que l'homme puisse faire ceci, il faut qu'il soit dans sa lumière. L'homme ne peut rien faire tant qu'il n'est pas dans sa lumière. Autrement dit, tant qu'il n'est pas capable de supporter sur ses épaules ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, ce n'est pas ce qu'il pense. Je fais une très grande différence entre ce que l'homme sait et ce que l'homme pense. Ce que l'homme pense est astralisé, est astralisable. Ce que l'homme sait fait partie de sa réalité. Et ce qu'il sait doit éventuellement s'unir à sa conscience pour que l'homme éventuellement n'ait même pas à penser à ce qui se passe dans le monde, mais qu'il le sache. Mais ceci demande une transformation du mental. Ceci demande une élévation de l'émotion. Ceci demande une restructuration psychique de sa conscience. Ceci demande un changement total de sa personnalité, un passage de sa personnalité à la personne. Ceci demande une initiation solaire. Ça demande que donc les fils de la lumière aient au moins autant d'audace que les fils des ténèbres. Il faut que les fils de la lumière aient pas autant, plus. Et les fils de la lumière auront plus d'audace parce que ce sont les fils de la lumière qui demain auront la gestion future de l'humanité. Les forces de la lumière aujourd'hui qui se manifestent à travers l'homme ou qui se manifestent à travers le phénomène extraterrestre sont simplement des forces qui font partie de la fin évolutive du cycle nocturne de notre planète. C'est normal, mais vient dans un même temps un processus créatif de grande puissance qui, avec le temps, perfectionne sa relation avec sa source. Et ce sont ces êtres-là, ces fils de la lumière, qui demain feront partie et créeront une régence planétaire. Et c'est cette régence planétaire qui pourra contrôler, qui pourra aussi mettre de l'ordre dans les relations entre l'humanité et les intelligences qui vont d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai déjà dit dans une émission avec Glenn que les forces qui viennent du cosmos sur notre planète ne peuvent pas et ne le pourront pas de façon officielle le faire tant que l'homme conscient ne le permettra pas. Tant que les hommes n'auront pas été avertis. Tant que les hommes n'auront pas été avertis. Et je raffine ce que vous dites, parce que ce que vous dites c'est juste, mais tant que les hommes ne se seront pas eux-mêmes avertis de la situation. C'est très juste. Je vous remercie beaucoup. On fait une pause de 3/4 d'heure. Merci.